Hey yo! Bon alors on va se retrouver aujourd'hui pour la vidéo favoris de l'année. Donc il va y avoir des favoris vêtements, des favoris séries films, des favoris livres, des favoris food. Donc on va sans plus tarder commencer parce qu'il y a beaucoup à dire sur cette année 2022. Ouais, je vais commencer par les favoris livres directement, ça sera bien plus simple. Donc, premier favori de l'année 2022, j'ai commencé l'année avec ce livre et je l'ai terminé avec le tome 3, et bien la trilogie du Prince Cruel de Holly Black. J'ai adoré. Alors je sais que beaucoup sont en mi-molle sur cette saga par rapport à la romance, etc. Moi j'ai adoré, j'ai accroché. Tout de suite, j'ai adoré. Et chaque livre, je me disais, ouais, ça va jamais être aussi bien qu'avant, ils vont pas réussir à m'étonner, parce que, ben voilà, tu vois, on connaît un peu des histoires de failles, enemies to lovers, etc. Et à chaque tome, j'ai réussi à être, genre, étonnée, en mode, mais what the fuck, mais what the fuck, et à chaque fin de livre, j'étais là, mais what the fuck, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et bref, si vous aimez les histoires de failles, il y en a beaucoup qui comparaient ça à ACOTAR, je ne suis absolument pas d'accord. Ça n'a rien à voir, hormis le fait qu'on parle de failles. C'est la seule chose qui a à voir avec ACOTAR. Il y a tout un côté stratégie politique, etc. qui prédomine aussi. On est sur du young adulte, donc c'est plutôt facile à lire. L'univers est quand même plutôt bien fourni. Bref, un coup de cœur. Voilà, clairement. Deuxième coup de cœur de l'année, voilà, c'est le tome 2 de ACOTAR qui est mon tome préféré et favori de la saga. Ce livre-là fait partie de mon top 5 de mes livres préférés. C'est-à-dire que l'autrice dans le tome 1 a réussi à nous emmener sur des pistes et en fait on se rend compte dans le tome 2 qu'elle s'est foutue de nous, mais de A à Z en fait, et qu'en fait dans le tome 2, ben, tout devient une évidence. Le tome 2 d'ACOTAR, si vous vous êtes arrêté au tome 1 en mode ouais, je vous jure, allez sur le tome 2, je vous jure que vous ne serez pas déçus. Franchement, honnêtement, Souveraine, roman choral entre trois sœurs. Trois sœurs qui sont élevées à se marier avec les princes des royaumes voisins, mais qui sont formés à tout simplement les tuer pour prendre le pouvoir du monde entier. Grosso modo, est-ce qu'elles vont suivre ce que leur mère leur a appris ou pas? Telle est la question. Le fait que ça soit un roman choral, je pensais me perdre dans l'histoire et pas du tout. J'ai tellement hâte que le tome 2 sorte parce que la fin du livre, la fin, t'es en mode vous ne pouvez pas me laisser comme ça en fait. C'est interdit, ça devrait être interdit par la loi de l'écriture. Alors je l'ai vu passer quand il est sorti en envoi presse et tous les gens qui montraient qu'ils l'avaient reçu, mais après je l'ai pas beaucoup vu passer et moi je trouve que c'est une pépite en fait. Les personnalités des trois sœurs sont hyper bien déployées. Pareil pour la mère, on a des réponses, mais pas tout en fin de tome. Enfin, franchement, j'ai pas compris. Pour moi, c'est sous-côté. Souveraine, tome 1, gaz de foire. Ensuite, autre gros coup de cœur, et là, ce n'est pas que le bouquin, mais la plume de cette meuf, donc Angelina Delcroix, gros coup de cœur pour 2022. J'ai adoré cette autrice, mais alors, mais d'une force, mais incommensurable. Synopsis fait partie de, je dirais que c'est mon thriller préféré. On ne s'attend vraiment pas à la tournure que prennent les choses pendant tout le temps du roman. On est en mode puzzle, on essaye d'assembler les pièces, on comprend pas ce qui se passe, on essaye de déjouer les choses. En gros, synopsis, c'est l'histoire de 6 personnes qui sont conviées à un genre d'escape game un petit peu géant, grandeur nature, pendant un mois dans une maison. Et celui qui gagne une grosse somme d'argent. Et donc ces 6 personnes se retrouvent dans ce manoir abandonné, sauf qu'en fait elles se rendent compte que l'escape game, c'est-à-dire le but en gros c'est de trouver des meurtriers, et bien c'est des vrais meurtres. Voilà, est-ce que ces 6 personnes sont là par hasard ou est-ce qu'il y a un lien? Qui? Pourquoi? Comment? Une pépite. Inheritance Games, comme beaucoup de gens, c'est du young adult, un peu thriller, en gros
Avery, elle hérite de l'homme le plus riche de la Terre. Sans raison, on ne sait pas pourquoi, et ça déshérite ses petits-enfants, ses enfants. Pour garder l'héritage, il faut qu'elle habite 1 an dans la maison du papy qui est décédé avec les gens qui ont été déshérités pour elle. Voilà, et le papy adore les énigmes, le but c'est les énigmes, voilà, il joue un peu avec tous les personnages de sa famille ainsi que elle, voilà, et c'est trop bien. Il y a des énigmes, les 4 frères Hawthorne sont tous méga attachants. J'ai lu le tome 1, le tome 2, le tome 3 sort en février et ça va être adapté en film et j'ai tellement hâte. Mais j'ai tellement hâte parce que ça les gars, ça va faire une trilogie de films de malade mental. Voilà, Inheritance Games, une pépita. Ensuite, un autre favori en termes de lecture, c'est ma Kindle. J'ai acheté la Kindle en milieu d'année 2022. Je ne m'en passe plus. J'oscille en fait entre des livres au format papier que je veux vraiment avoir, que ça me tient à cœur d'avoir, ou si j'ai eu un coup de cœur sur un tome 1, etc. Et ça, quand je suis pas très sûre du bouquin, mais que j'ai quand même envie de le lire. Ma vie, ça c'est le prochain livre que je lirai sur Kindle, mais je ne l'ai pas encore commencé. Et vraiment, absolument du gros gaz de foire international. Voilà, au niveau de la Kindle, je suis absolument satisfaite. C'est la moins chère. J'ai pris l'entrée de gamme et ça me convient, mais très très bien. Je n'ai pas besoin de plus, pas besoin de moins. Je peux lire n'importe où. C'est hyper compact. Je peux lire dans les transports, etc. Franchement, ça, c'est vraiment ma vie. Ma vie. En livre dématérialisé que je n'ai pas mais que je vais vous mettre sur le côté, il y a le bouquin Ashes Falling for the Sky, le tome 1 et le tome 2, qui m'ont fait, comment vous dire, vider toutes les larmes de mon pauvre gros corps. Voilà, tout simplement, c'est une new romance, young adulte, un peu drama en fait. C'était trop bien. Franchement, j'étais happée par le bouquin. Franchement, je partais pas sûre de moi. C'était pendant le challenge de Hello avec les histoires de vie. Franchement, si vous aimez le drama, la new romance et que vous kiffez pleurer toutes les larmes de votre corps en lisant un bouquin, lancez-vous dans celui-ci. C'est une dinguerie. Je peux même pas détailler en fait. Ça parle de 2 ados qui tombent amoureux et qui ont chacun leurs failles, leurs blessures, leur background, leur passif. Ça aborde plein de sujets. Enfin, c'est dingue. C'est dingue. J'ai adoré. Je m'attendais pas du tout à aimer, mais j'ai adoré. Et donc voilà, pour les bouquins, on en est là. En termes de soins, etc., j'ai plusieurs favoris. J'en ai pas énormément, mais j'en ai quand même. Dans mes favoris, il y aura les sérums de chez Yepoda. Donc vous le savez, j'ai collaboré pas mal avec eux l'année dernière, au moins 3 ou 4 fois. C'est une marque de skincare coréenne allemande que j'adore. Franchement, j'aime beaucoup cette marque. Et notamment leurs sérums. Leurs sérums sont exceptionnels, mais même leurs crèmes, en fait, même leurs brumes, enfin vraiment, tous les produits sont de très bonne qualité. Et les sérums de chez Yepoda, notamment celui avec le bouchon bleu, mais même celui-ci, je les adore. Ça a été un coup de cœur de l'année. Là, je vais en tester d'autres cette année pour voir un petit peu la différence. Et je vous redirai quoi dans les produits terminés, mais vraiment cette marque en globalité et surtout les sérums, ma vie. D'autres sérums, mais cette fois-ci pour les cheveux, les sérums de chez Pomelo & Co. J'ai adoré les utiliser, surtout celui-ci là, le Vanilla Elixir. Non seulement il sent extrêmement bon, mais en plus il fait briller le cheveu quand tu as fait ton brushing, en fin de brushing et tout. Franchement, puis ça apporte une odeur aux cheveux. Enfin, vraiment, ce sérum, je pourrais plus m'en passer. Et en plus, ça dure une vie parce que je l'ai genre depuis cet été. Et il m'en reste encore la blinde. Mais la blinde, t'en mets 3 gouttes et c'est suffisant. Tu frottes dans tes mains et ensuite tu diffuses dans tes cheveux. Honnêtement, franchement, ça, je pense que ça tient bien 1 an et demi. Et ensuite, ce sera une marque, il me semble que je vous en avais peut-être déjà parlé dans mes favoris de l'année dernière. Mais je vous la remets là. C'est la marque Rare Cosmetics, la marque de Selena Gomez. Franchement, j'aime tous les produits que j'ai testés. Le stick contour, c'est une tuerie. Je l'adore. Les blushs liquides, je les adore. Voilà, j'ai ces 2 couleurs-là. Je les aime de trop. C'est trop bien sur ma peau et tout. Franchement, je les...
Enfin, vraiment, je me maquillerai qu'avec ça. Ça me dérangerait pas du tout. J'ai testé le mascara que j'aime beaucoup, mais que je n'ai pas ici. Et les highlighters liquides. Enfin, vraiment, voilà, quasiment tout est liquide. Le but de la marque, c'est de faire du make-up, no make-up. Et franchement, j'adore cette marque. Je vais tester d'autres produits cette année comme les rouges à lèvres et enfin les rouges à lèvres vraiment au raisin, parce que pareil j'avais testé les soufflés, ils sont trop bien les rouges à lèvres soufflés, les lipsticks et les anti-cernes je compte tester cette année, donc je vous en redirai des nouvelles bien entendu, mais cette marque c'est vraiment ma marque chouchou de l'année, mais totalement et voilà, complet, Rare Beauty. Voilà, c'est ma marque, je pourrais me maquiller qu'avec ça. D'ailleurs, quand j'achète des produits, en général, c'est cette marque. En termes de fashion, etc., il y a deux trucs qui sont ressortis de mon année quand même. En général, j'ai toujours le même style, vous me connaissez, c'est leggings ou jeans, t-shirt loose de rock, de groupes d'artistes, de groupes de rock ou de rappeurs ou même tout ce qui est licence, en fait, Marvel, manga, Harry Potter, etc. Des Vans, des Converse, à la rigueur, une paire de sneakers. Mais voilà, je suis pas très... Moi, les tenues alambiquées, ça me fait chier. Donc, concrètement, voilà, vous savez, mon style est très, très simple. Mais cette année, il y a vraiment des trucs qui sont ressortis. Déjà, les jerseys Disney. Moi, j'en ai 3, je vais vous les montrer. J'ai celui-là, Team 90, que j'ai acheté en allant à Disney quand je suis allée à Disney avec les filles d'ailleurs. J'ai le grand classique, le noir, voilà, tout simplement, écrit Disneyland Paris derrière, le grand classique noir. Et cet hiver, j'ai acheté le jersey de Noël, voilà, sur les Champs-Élysées, sur la boutique des Champs. Mais je les adore parce que tu peux les mettre en toute saison. Ils tiennent pas trop chaud, mais en même temps ils donnent pas trop froid. Au pire voilà, tu les mets avec un t-shirt manche longue en dessous, c'est parfait. Ils sont bien larges, donc avec un legging ça se met mais les doigts dans le nez en fait, complètement easy. Ça s'accorde un peu avec tout par rapport à mon style à moi. Je peux les mettre avec des Converse, avec des Vans, avec des sneakers, ça passe. Voilà, c'est un peu ma tenue go-to, même si je vais pas à Disney, je m'en fous, je mets pour aller travailler et tout. C'est un peu ma tenue, voilà, si je sais pas quoi mettre, eh ben, je vais mettre ça. Donc les jerseys Disney, mon favori de l'année. Les Vans slip-on à carreaux. Classique, basique, ça va avec tout. Je me claque un legging ou un jean, un t-shirt de groupe de rock ou un t-shirt licence et ça. Avec une chemise un petit peu loose ou un truc comme ça, on dirait j'ai trop réfléchi à comment je vais m'habiller, tu sais, en mode un peu grunge et tout, alors qu'en fait pas du tout. J'ai pris les premiers trucs qui me viennent dans mon armoire. Donc ça, bien entendu, l'hiver c'est un petit peu plus compliqué, surtout quand tu habites dans une région où vraiment il caille des meules. Printemps, été, automne, ça passe crème. Il n'y a que l'hiver que tu peux pas les mettre. Moi, elles sont hyper rentabilisées. T'es agréable dedans, comme dans un chausson. Bref, moi je les adore ces chaussures, c'est vraiment un go-to pour moi. On va passer à la nourriture. J'ai fait 2 découvertes gustatives sur Amiens cette année. Dans un premier temps, le Panda Sugar Tea, donc qui ont été les premiers vrais bubble tea à arriver sur Amiens avec les vraies perles de tapioca. Je crois que c'est ça, c'est du tapioca. Bref, pas les trucs là qui explosent dans la bouche, vraiment les vrais trucs de vrais bubble tea. Ça fait longtemps que je suis pas allée m'en chercher un. Les meilleurs, voilà, je les aime trop. J'aime trop. Panda Sugar Tea, c'est trop ma cam. Maintenant, j'avoue que cet hiver, je suis pas trop allée. Je sais qu'ils font des versions chaudes de leurs trucs, mais non, l'hiver, j'aime bien mon thé de grand-mère et surtout rester mon gros fiac dans mon canapé, tu vois, et ne pas sortir. Mais là, quand le temps va se radoucir un petit peu, I'll be back. I'll be back. Et deuxième grosse découverte de l'année, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez, c'est le resto asiatique Okinawa. Donc, qui est un resto asiate à volonté, mais moi, je dirais gamme plus. On n'est pas sur le resto asiate à volonté qui fait usine, dans lequel tu vas te servir. Déjà, le service est à table. Tu commandes tes repas sur une tablette et les mets qu'ils proposent, parce que je ne dirais même pas la nourriture, je dirais les mets tellement c'est raffiné, moi, je trouve. Un délice, un pur délice, c'est même scandaleux. Moi, ce resto-là,
Je ne vais plus manger dans aucun autre resto asiatique depuis que je l'ai découvert. C'est Okinawa, rien d'autre. Si vous aimez les restos asiatiques et que vous êtes d'Amiens ou alentour, mais testez-le. Après, vous ne pourrez plus vous en passer. Et ensuite, on est sur les séries et les films. Donc, on va commencer par les séries. Favori de l'année qui n'a pas été sans dommages mentaux collatéraux. Stranger Things saison 4. Alors, comment vous dire que pour moi, cette saison, c'était un chef-d'œuvre, que ce soit en termes de cinématographie, en termes visuels, que ce soit en termes de choix de la bande-son, que ce soit en termes d'acteurs, que ce soit en termes de sino et que ce soit en termes de référence à l'horreur dans le cinéma depuis voilà, très longtemps. Il y a des références au Silence des agneaux, il y a des références à Freddy les griffes de la nuit, il y a des références à vraiment plein de trucs, je pourrais même pas toutes vous les citer tellement il y en a en fait. C'est les tenues, les outfits, bref, ouais, les choix musicaux, juste des choix musicaux quoi. Enfin, franchement, j'en veux à Netflix. J'en veux à Netflix. Je ne me suis toujours pas remise de la fin de la seconde partie de la saison, où j'ai terminé littéralement en larmes dans mon canapé et où pendant 2 jours, quand on m'évoquait le sujet Stranger Things saison 4, j'avais ma larme qui coulait. Comment vous dire que vraiment, mais vraiment, j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais sans ces choix-là, je pense que la saison aurait eu moins d'impact. Donc, ça restait quand même de très très bons choix au niveau du scénario. Bref, Stranger Things saison 4. Voilà. Autre série que j'ai adorée, Mercredi. Mercredi, pour moi, j'ai adoré. Alors, je sais que certains puristes de la famille Adam sont pas aimés parce que c'était trop teenage. C'est le but. Les gars, on est sur une série où on parle d'une gamine de 16 ans. Vous vous doutez bien que la cible de la série, ça va être les adolescents. Et donc, vous vous doutez bien que va y avoir des tropes d'ados qu'on retrouve dans des séries d'ados. Comment vous dire que quand Mercredi joue au cello, c'était très 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 lourd. Toute la bande son, tous ces sons un peu rock remasterisés, version violoncelle, etc. C'était mais vraiment incroyable. Enfin, moi personnellement, c'est vraiment ma came. C'est un truc qui me convainc. La musique dans les séries, les choix musicaux dans les séries et dans les films, c'est quelque chose qui me convainc, mais trop facilement. Je vous dis, la cinématographie, quand Mercredi est dans sa chambre avec Enid et où tu as un côté qui est très coloré et un côté très noir, mais j'ai trouvé que c'était trop bien trouvé. C'est peut-être tout bête, mais c'était vraiment trop beau. J'ai adoré, même si effectivement on est très sur une teen série avec des enquêtes, etc. Machin. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. J'aime bien les séries pour ados. Donc ça me gêne pas. J'ai adoré Mercredi, vraiment c'est une pépite cette série, c'est vraiment j'ai kiffé. Également dans les séries chez Disney que je vais retenir, il y aura Moon Knight. Moon Knight qui est pour moi la meilleure série que Marvel ait sortie pour l'instant. Le Moon Knight en soi, le super-héros en soi, le choix de l'acteur, je pense qu'on pouvait pas mieux faire. La bande son aussi, franchement j'y reviens, mais la bande son sur Moon Knight est tellement, mais tellement bien choisie, mais tellement. Les costumes, mais les gars, franchement les gars qui n'ont pas aimé la série, honnêtement pour le coup je les comprends pas. Parce que rien que pour la beauté des images, juste ça, déjà la cinématographie est dingue. Je vous dis pareil, on en revient pareil, la colorimétrie choisie pour la série, etc. Franchement elle était ouf. Mais les costumes, les gars, les costumes genre juste... Genre les costumes. Est-ce que j'ai besoin de développer? Non. Moon Knight, c'est un univers en plus qui est plutôt brosson. On est plus, on est dans du sombre en fait. Vraiment, Moon Knight, c'est un héros qui est lié au werewolf de Werewolf by Night. C'est, bref, c'est imbriqué dans tout le côté un petit peu dark de Marvel. Donc moi, c'est quelque chose que j'adore. Et vraiment, Moon Knight, pour moi, restera the pépite de série. Là, j'attends Secret Invasion avec impatience. Mais moi, pour moi, elle a ramassé toutes les séries Marvel, de A jusqu'à Z, même s'il y en a, elles étaient... Franchement, j'ai bien aimé toutes les séries Marvel, honnêtement, sans mentir. Mais alors, Moon Knight, c'est ma fave.
number one de number one. Vraiment, l'acteur, mais l'acteur, alors je ne vais pas vous dire pourquoi, parce que sinon ça vous spoil toute la série si vous ne l'avez pas encore regardé. Mais c'est très très fort de jouer ça. Et vraiment, non vraiment, j'ai adoré. J'ai adoré, il y avait des épisodes complètement what the fuck, des épisodes un peu plus sérieux, des épisodes un peu plus tristes. Non vraiment, Moon Knight, mais merci Disney. Merci Disney Marvel, vraiment. Et donc en termes de film, Elvis, bien entendu, Elvis qui pour moi fait partie des meilleurs biopics qui aient pu sortir sur un artiste avec Bohemian Rhapsody. Vraiment Elvis, c'était magnifique. Pareil, on en revient au même, le choix des acteurs, le choix de l'acteur était tellement bien fait. La manière dont c'est monté au niveau du film, c'est tellement énergique, c'est tellement bien fait que voilà. Les costumes en fait, les costumes, genre les costumes, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Et même la bande son, puisque bah, effectivement on a les sons originaux d'Elvis, hein, bien entendu, puisqu'on est sur un biopic, mais on a aussi des remixes qui sont mais tellement bien faits. Mais alors tellement bien fait. La bande son d'Elvis, le son là de Doja Cat, je l'ai écouté, mais j'ai saoulé tout le monde avec ça. Franchement, la bande son d'Elvis, c'était du gros gaz de foire international. Les remasterisations étaient ouf. Et puis l'histoire, le fait qu'ils aient pas oublié certains passages un petit peu plus creux, je trouve que c'était important. Et vraiment, l'histoire était vraiment très bien. Et puis Austin Butler, quoi. Austin Butler. Un autre top, d'ailleurs, et sans mauvais jeu de mots, c'est Top Gun Maverick. Je ne m'attendais pas du tout à aimer autant. Je ne suis pas du tout fan du Top Gun de base. C'est très très rare qu'une suite de films arrive à faire mieux que le film original. Ça n'arrive même, je dirais jamais. Mais là, c'est le cas. Honnêtement, Tom Cruise est exceptionnel. Les autres acteurs sont géniaux. Mais c'est surtout l'expérience ciné, en fait. L'expérience ciné avec les avions. On s'ennuie pas une seule seconde pendant le film. J'ai eu l'impression que le film durait 20 minutes. Et franchement, c'est une super bonne surprise parce que je m'attendais vraiment pas à ça. Mais vraiment, à aucun moment, je me serais attendue au fait que Top Gun Maverick soit dans mes favoris. Et d'ailleurs, il est resté au ciné plus de 9 mois à l'affiche, en tout cas chez nous, ce qui est juste dinguissime. Et vraiment, Top Gun Maverick, c'était une grosse pépite. Si vous ne l'avez pas vu, franchement, regardez-le. Je pense que l'expérience au ciné est encore meilleure que sur l'écran de télé. Mais franchement, c'était vraiment au top du top. Et un autre film, pareil, qui pour moi fait partie de mes favoris de l'année. Et pareil, j'en ai pas entendu beaucoup parler et pour moi il est hyper sous-coté, c'est Bullet Train avec Brad Pitt et avec Aaron Taylor Johnson. Et j'ai trouvé que c'était génial. C'était génial, c'était un super film d'action avec un super casting, très très bien filmé et très très bien monté et très très bien dynamisé au montage. Et franchement, le montage était vraiment top. La bande son était vraiment vraiment sympa. C'était complètement what the fuck, mais justement c'est ça qui fait que tout le film est top en fait. C'est le fait que ça soit complètement what the fuck et que tu dises mais what, mais qu'est-ce que c'est et tout. Et franchement c'était très très drôle. Brad Pitt est excellent dedans, mais vraiment. Les scènes de bagarre sont hyper bien chorégraphiées. Enfin vraiment, c'était... Mais si vous n'avez pas vu Bullet Train et que vous aimez les films d'action vraiment où il y a de l'humour dedans et tout, allez-y, vous m'en direz des nouvelles. Moi en tout cas, j'ai adoré. Et dernier favori, et là c'est un jeu vidéo en premier access que je teste depuis septembre. C'est Disney Dreamlight Valley. Je vous en parle dans tous les vlogs, j'adore ce jeu. C'est un petit peu comme les Sims, un peu un Animal Crossing avec des missions, version Disney. C'est hyper addictif, mais c'est addictif à souhait. Vraiment, c'est un truc de dingue. Tu débloques des personnages, tu débloques des pays, tu débloques des biomes, tu débloques des missions au fur et à mesure.
Tu fais ton petit jardinage, tu fais ta petite pêche, tu fais ta petite maison, tu peux décorer, mais en même temps, tu as l'émission en fait à remplir. Disney Dreamlight Valley, vraiment, je vous jure, c'est addictif. C'est ma découverte en gaming de l'année. Moi, j'y joue en premier access grâce au Game Pass sur Xbox, mais je sais qu'on peut payer. Mais le vrai jeu finalisé va voir le jour en 2023 en free-to-play, un peu comme Fortnite en fait. Voilà. Comme Fortnite, ça sera gratuit et puis après si tu veux des packs, bah, tu devras payer certaines choses, mais tu pourras jouer au jeu de manière totalement gratuite. Moi j'ai le premier access comme je vous disais avec Xbox, mais vous avez possibilité de l'acheter, je crois que c'est une trentaine d'euros sur la Switch et sur PC et aussi sur PlayStation, voilà, tout simplement. Et vraiment c'est... Je suis addict. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour mes favoris de l'année et je pense qu'on est déjà quand même plutôt pas mal en termes de favoris. N'hésitez pas à me dire, vous, en favoris de l'année, en série, film, bouquin, autres, beauté, tout ça, c'est quoi vos favoris de 2022? Et donc voilà, moi il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis, comme d'hab, ciao!